Donc bonjour à tous, je vais vous faire une petite présentation sur la politique douanière. Alors la politique douanière, ça correspond à la question du protectionnisme ou du libre-échange. Je préfère remplacer ces mots-là par régulation ou dérégulation du commerce international. Avant de commencer, je vais vous proposer quelques citations que je trouve intéressantes et qui sont sympas à dire avant une présentation. Donc la première: celui qui cherche la vérité en est plus proche que celui qui pense la détenir. Je sais plus qui a dit ça, je sais plus quand, et je sais même pas si c'est la citation exacte, mais j'aime bien cette citation. La deuxième: lorsque les faits montrent que j'ai tort, je change d'avis. C'est une citation apocryphe de Keynes. Apocryphe, ça veut dire attribué à tort, donc c'est pas Keynes qui l'a dit. Et la troisième, qui n'est pas une citation mais un extrait de 1984 de George Orwell, dans lequel Sim, qui est chargé par le parti intérieur de créer une nouvelle langue qui s'appellera le novlangue et qui a pour but d'empêcher les habitants de réfléchir par eux-mêmes, dit à Winston Smith: vous n'appréciez pas réellement le novlangue, Winston. Au fond, vous auriez préféré rester fidèle à l'ancien langage, à son imprécision et ses nuances inutiles. Alors j'ai souligné nuances pour dire que dans un raisonnement politique ou autre d'ailleurs, l'esprit de nuance est vraiment très important. Et dans cette présentation, on va en avoir besoin. On va en avoir besoin pour dire qu'entre le protectionnisme total ou le libre-échange total, on a une infinité de nuances et c'est ça qui est intéressant. Et c'est avec ces nuances-là qu'on doit raisonner. L'objectif de cette présentation est de vous convaincre de l'utilité d'un outil qui est la politique douanière. L'objectif est de progresser collectivement. J'ai volontairement mis des numéros à chaque slide, donc dans les commentaires, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas d'accord avec un point, à noter le numéro de la slide, ce sera intéressant. Et enfin, cet exposé est en grande partie une compilation du travail de journalistes, d'ONG, de responsables politiques ou intellectuels. Là, c'est plus un travail de compilation que mon propre travail. Je reprends simplement des éléments que j'ai trouvés intéressants dans pas mal d'autres endroits. Introduction. Donc, qu'est-ce qu'une mesure protectionniste? Alors, on peut en avoir de plusieurs formes. On peut avoir des tarifs douaniers. Par exemple, on taxe à 15% tous les t-shirts importés. On peut avoir des quotas d'importation. Là, par exemple, ça va être... on autorise 2 millions de t-shirts à rentrer sur le territoire par an, ce genre de choses. Ça peut être un contrôle des mouvements de capitaux. Quand une entreprise étrangère veut racheter une entreprise nationale, on peut dire non. Ou quand une entreprise nationale veut aller bâtir une usine à l'étranger, on peut lui refuser de sortir ses fonds. Voilà, ça c'est pour le contrôle des mouvements de capitaux. Et enfin, on a les protections non tarifaires. Ça va être tout ce qui est norme, par exemple sur le type de prise ou ce genre de choses. Est-ce qu'on a le droit de vendre du poulet chloré ou ce genre de choses. Alors entre les deux situations qu'on pourrait qualifier d'extrêmes, qui sont l'autarcie totale où on n'a aucun échange avec les autres pays, et la libre circulation totale des marchandises, on a une infinité de curseurs, et on ne va pas dire on est protectionniste ou on l'est pas, c'est on l'est plus ou moins. Donc la question c'est où est-ce qu'on place le curseur, et point très intéressant à mettre en lien avec ce qu'on vient de dire sur les nuances, le protectionnisme ou le libre-échange n'est pas une notion binaire. C'est pas une notion tout ou rien, c'est une notion de degré. Alors, vis-à-vis de ça, la question est donc, doit-on être en autarcie totale? Personnellement, je connais personne qui défend cette position. Être en libre-échange total, alors là, il y a des gens qui défendent cette position, j'en fais pas partie. Ou doit-on réguler le commerce international, et dans ce cas, où doit-on placer le curseur? Cet exposé concerne uniquement les restrictions au mouvement de marchandises et de capitaux. Il ne concerne pas les restrictions au mouvement de personnes. Voilà, je ne traiterai pas le sujet de l'immigration dans cette présentation, c'est hors sujet dans cette présentation. Là, on parle que des marchandises et des capitaux. Et cet exposé a pour but de convaincre d'abord que des économistes sérieuses sont en faveur de plus de régulation douanière, que la politique douanière a joué un rôle important dans le développement des nations, et que la politique douanière est un outil intéressant pour la sauvegarde d'un système social, donc un SMIC élevé, des droits sociaux importants, des règles environnementales contraignantes, tout ça. Et enfin, il s'agit simplement d'une option économique pragmatique, qui peut avoir toute son éthique, on verra ça au long de cette présentation. Alors le plan de l'exposé, bon, on va le passer très rapidement. Je vais d'abord vous parler du travail de Maurice Allais. Ensuite, on fera une partie sur l'histoire du protectionnisme dans le développement
passé et actuel, une réponse aux arguments antiprotectionnistes, l'aspect social de la mondialisation, parce que c'est central, hein, c'est ça qui est vraiment important, l'aspect social, des pistes de solutions, et puis conclusion et quelques perspectives. Première partie, analyse de Maurice Allais sur la fin des 30 Glorieuses. Donc ces éléments sont issus de son ouvrage La mondialisation, la destruction des emplois et de la croissance, l'évidence empirique, publié en 1999 et présenté devant l'Académie des sciences morales et politiques. Globalement, il a proposé une étude qu'il a écrite. Cette étude a été lue par des rapporteurs qui ont annoté, fait des remarques. Ensuite, il a fait une présentation devant l'Académie des sciences morales et politiques et il a répondu à un certain nombre de questions. Il a pu remettre tout ça dans son livre, sauf le rapport des rapporteurs, puisque l'éditeur ne le souhaitait pas. Donc il y a beaucoup de réponses aux questions à la fin de ce livre. Je vous invite à le lire, même s'il est quand même assez difficile à lire pour des gens qui n'ont pas un niveau très élevé en maths. Donc je vais essayer de le vulgariser au maximum pour que tout le monde puisse comprendre. Alors Maurice Allais trace d'abord une première courbe, qui est la courbe du chômage en France, entre les années 50 et les années 2000. Donc ce qu'il observe, c'est une cassure sur la courbe du chômage en 1974. Il va tracer ensuite une seconde courbe, qui va être le sous-emploi total. Alors, quelle est la différence entre chômage et sous-emploi ? En fait, le sous-emploi, ça inclut les chômeurs, mais aussi les gens qui reçoivent un traitement social du chômage, par exemple qui partent en pré-retraite. Si les mécanismes de pré-retraite n'existaient pas, ils seraient au chômage. Les employés et les personnes qui travaillent 2 ou 3 jours par semaine, ils les considèrent comme chômeurs. D'un point de vue statistique, c'est plus fiable que de considérer uniquement les chômeurs de catégorie A. Donc sur cette seconde courbe, on observe aussi une cassure en 1974. Maurice Allais va regarder ensuite les emplois dans l'industrie. Qu'est-ce qu'il va regarder ? Il va d'abord tracer la courbe des emplois totaux dans l'industrie en France. Alors c'est encore plus net que sur les 2 courbes précédentes. On observe en 1974 une vraie cassure, avec une augmentation des emplois dans l'industrie avant 1974, suivie d'une baisse des emplois dans l'industrie après 1974. Si on regarde le pourcentage d'emplois dans la population active en France, d'emplois industriels, on observe la même chose. Avant 1974, on a environ, alors j'ai mis 27, mais c'est entre 25 et 30% d'emplois industriels en France. Après 1974, ça baisse progressivement. Donc on voit qu'on a vraiment un problème au niveau de l'industrie en France depuis 1974. Maurice Allais insiste également sur le fait que cet élément est un phénomène européen. On observe sur cette courbe le taux de chômage standardisé en France et dans la communauté européenne des 12, qu'on a à peu près la même évolution du taux de chômage avant et après 1974. Donc tous les pays européens présentent une évolution comparable, mais cette évolution n'est pas observée au niveau mondial. Alors malheureusement, il n'y a pas de courbe là-dessus dans le livre, il faudra vérifier l'information. Mais voilà, globalement, c'est un phénomène européen. Alors les causes de cette cassure. Maurice Allais va écarter un certain nombre de causes de cette cassure. Tout d'abord le choc pétrolier. On nous a souvent dit à la télé ou même dans les manuels scolaires que la fin des 30 Glorieuses est liée au premier choc pétrolier de 1973. Alors si c'était le cas, on aurait dû observer les mêmes évolutions des courbes du chômage dans le monde entier. Seulement, même si dans plein de pays du monde on a une évolution du chômage à certaines périodes, on n'observe pas une telle cassure en 1974. Donc il met cette raison de côté. D'ailleurs, le second choc pétrolier des années 80 n'a pas créé de cassure sur la courbe du chômage. Donc il écarte cette raison. Le second, c'est lié au chômage technologique. Est-ce que l'évolution de la technologie peut être responsable de cette cassure ? A priori non, je pense pas qu'en 1974 on a eu une révolution technologique qui a fait que tous les emplois dans l'industrie ont dû disparaître, enfin qu'une grande partie des emplois dans l'industrie ont dû disparaître. Donc le chômage technologique ne peut pas être responsable de la cassure. Il peut être responsable d'une partie du chômage, mais pas de la cassure. La fin des effets de la reconstruction, bon, c'est un petit peu la même chose. C'est possible qu'après la Seconde Guerre mondiale, on a eu besoin de beaucoup d'emplois pour reconstruire le pays. Seulement, on ne peut absolument pas soutenir
qu'on a eu besoin d'énormément de main-d'œuvre de 1944 à 1974 et plus après. Donc la fin des effets de la reconstruction ne peut pas être une raison de cette cassure. Selon Maurice Allais, la raison de cette cassure est la suivante, c'est la réorientation de la politique douanière de la CEE, qui est l'ancêtre de l'Union Européenne, en 1974. Et pour ça, je vais vous proposer de lire la page 144 de l'ouvrage. 1950-1974 et 1974-1997, deux contextes très différents. En fait, une seule cause peut et doit être considérée comme le facteur majeur et déterminant des différences constatées entre les deux périodes. La politique à partir de 1974 de libéralisation mondialiste des échanges extérieurs de l'Organisation de Bruxelles, dont les effets ont été aggravés par la dislocation du système monétaire international et l'instauration généralisée du système de taux de change flottant. Incontestablement, l'évolution très différente de l'économie française à partir de 1974 résulte de la disparition progressive de toute protection du marché communautaire européen et de l'instauration continue d'un libre-échange mondialiste. En tout cas, au regard de l'accroissement massif du chômage, de la très forte diminution des emplois dans l'industrie et de la baisse considérable du taux d'accroissement du produit national brut réel par habitant à partir de 1974, il est tout à fait impossible de soutenir que la politique de libre-échange mondialiste mise en œuvre a favorisé la croissance et développé l'emploi. En fait, ce que l'on a constaté, c'est que la politique de libre-échange mondialiste poursuivie par l'Organisation de Bruxelles a entraîné à partir de 1974 la destruction des emplois, la destruction de l'industrie et la destruction de la croissance. Donc afin d'évaluer les différents facteurs responsables du chômage en France, Maurice Allais a proposé un modèle. Ce modèle a pour but de dire le chômage en France est lié à tant de pourcents à ce facteur-là et à tant de pourcents à cet autre facteur-là. Donc il va prendre les hypothèses suivantes, donc il y en a 4. Le premier, ça va être le chômage chronique, lié au manque de flexibilité et ou à des minima de salaire trop élevés. Donc c'est globalement ce qu'on entend toujours à la télé. Dire le SMIC est trop élevé pour qu'on puisse embaucher, quand on embauche quelqu'un on ne peut pas le renvoyer. Tout ça, ça va rentrer dans un facteur du chômage qu'on va appeler chômage chronique. On verra ensuite quelle est sa proportion réelle. Ensuite, le chômage mondialiste, lié à la concurrence des pays à bas salaire. Ce chômage il est directement lié au libre-échange. Ensuite, le chômage conjoncturel, c'est le chômage lié à la conjoncture. Si on a une crise économique à un moment donné, le chômage issu de cette crise va être inclus dans ce facteur-là. Et enfin, le chômage naturel. Alors, ça regroupe à la fois les gens qui sont entre deux emplois. Par exemple, on a fini un emploi, on est au chômage 2-3 mois et puis on en retrouve un autre. Les gens qui veulent pas travailler parce que ça existe aussi. Et le chômage lié à l'évolution technologique. Donc il va considérer qu'il y a quatre éléments, 4 facteurs de base du chômage. Et on va voir l'influence de chacun de ces 4 facteurs. Alors avant de vous montrer comment fonctionne ce modèle, je vais juste faire une rapide vulgarisation de la modélisation en sciences dures, montrer 2 types de modèles. D'abord les modèles empiriques. Alors ça va être très simple, on imagine que ma voiture consomme 6 litres pour 100 km, je dois parcourir 500 km, donc j'aurai besoin d'environ 30 litres pour faire ce trajet. C'est très approximatif, mais ça donne quand même une indication intéressante sur le nombre de litres dont j'aurai besoin. C'est des calculs simples qui permettent une évaluation rapide. Ensuite, on peut avoir des modèles plus complexes, par exemple des simulations numériques. Bon, là on a 2 cas, une simulation de la voiture en mécanique des fluides et une simulation du piston. C'est des calculs plus complexes et qui permettent de valider ou d'améliorer la conception de la voiture. Ils n'ont pas forcément les mêmes objectifs que les modèles empiriques. Le modèle proposé par Maurice Allais est un modèle empirique, donc plutôt du type ma voiture consomme 6 litres pour 100 km. Alors pour ça, il va intégrer dans son modèle plusieurs indicateurs. Il va d'abord intégrer un indicateur R du chômage chronique. Alors là, c'est la partie un petit peu complexe, donc faut s'accrocher, après ce sera beaucoup plus accessible. Pour ça, il va créer un indicateur R. Cet indicateur R, il va être égal au SMIC divisé par le salaire ouvrier moyen. Globalement, si le SMIC est très proche du salaire ouvrier moyen, R sera très proche de 1, ce qui signifiera globalement qu'on aura beaucoup de chômage lié à un SMIC trop élevé. En revanche, si le salaire ouvrier moyen est très grand par rapport au SMIC,
on aura une valeur de R qui sera beaucoup plus proche de 0. Donc il récupère ce premier indicateur, on a la courbe à côté. Je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. Ensuite, il va intégrer un second indicateur, l'indicateur K, où il va diviser les importations en France par le salaire ouvrier moyen. Pourquoi est-ce qu'il divise les importations par le salaire? C'est pour diviser des francs par des francs, ou des euros par des euros. Et il va décomposer cet indicateur K en deux parties. K entre parenthèses, donc c'est la courbe fine qu'on voit, c'est l'interpolation parabolique qui représente globalement la tendance générale liée au modèle lié au chômage mondialiste, et delta K qui va être la différence entre la courbe fine et la courbe épaisse. Voilà, la courbe épaisse c'est K, la courbe fine c'est K entre parenthèses, et delta K ça va être la différence entre les deux. Suite à ça, il va réaliser une régression linéaire. Alors je vais vous donner très rapidement un exemple pour vulgariser ça. Imaginons qu'on ait un ressort, on est capable de mesurer la force au bout du ressort et l'allongement. Ça va donc nous permettre d'avoir un certain nombre de points. On peut trouver une équation qui passe par tous ces points. Par exemple, dans ce cas-là, c'est force est égal à raideur fois allongement. Et on a donc un modèle. C'est un petit peu ça que Maurice Allais va réaliser pour trouver pour recaler son modèle et avoir différentes valeurs pour son modèle. On peut voir aussi qu'entre les deux cas qu'on a sur cette slide, donc le cas de gauche qui correspond à une assez bonne corrélation, le modèle passe à peu près par tous les points, ou le cas de droite où le modèle est très éloigné des points, on est capable de dire à gauche c'est plutôt une assez bonne corrélation et à droite c'est plutôt une assez mauvaise corrélation. Et donc son modèle, il utilise une régression linéaire pour obtenir le modèle suivant. Alors ça peut paraître un petit peu compliqué si on n'a jamais fait de maths, mais on va rapidement vulgariser tout ça. Donc on a le sous-emploi total qui va être égal à une composante de chômage chronique, une composante de chômage mondialiste, plus une composante de chômage conjoncturel, et une composante de chômage naturel. En réalisant une régression linéaire, il va pouvoir trouver les valeurs de A, B, C et D, qui seront les constantes du modèle, et R0 et K0, qui seront les valeurs pour lesquelles il n'y a pas de chômage chronique pour R0, et de chômage mondialiste pour K0. On observe que ce modèle a une assez bonne corrélation. On voit la courbe fine qui représente le modèle et la courbe épaisse qui représente les valeurs observées. Donc on voit que ça suit à peu près et la corrélation est assez bonne. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en maths, vous avez les coefficients de corrélation en bas. Et donc maintenant, une fois qu'on a ce modèle et qu'on a trouvé les valeurs A, B, C, D, R0 et K0, on va pouvoir regarder la proportion du chômage lié à chaque facteur. Par exemple, pour le chômage mondialiste, ce sera la composante de chômage mondialiste divisée par le sous-emploi total. Et les résultats de ce modèle donnent les résultats suivants. On observe que la majeure partie du chômage est liée au libre-échange. 61% du chômage est lié au libre-échange selon ce modèle, alors que seulement 30% est lié au chômage chronique, donc à des minima de salaire trop élevés ou à un SMIC trop élevé. Ce que ça dit globalement, c'est que le problème du chômage en France n'est pas lié à des salaires trop élevés, ni à un manque de flexibilité, c'est lié à la concurrence internationale. Alors, autre point, pour être totalement honnête, Maurice Allais parle un peu d'immigration dans son ouvrage. Il l'intègre d'un autre livre que je n'ai pas lu, mais les résultats changent assez peu. Le chômage lié au libre-échange reste le facteur prédominant. Et selon ce modèle, entre 1995 et 1997, la majeure partie du chômage était liée au libre-échange. Alors, conclusion de cette petite partie sur les travaux de Maurice Allais. On a une corrélation statistique nette entre le chômage et les importations, c'est ce qu'on vient de voir. La cassure de 1974 et la fin des 30 Glorieuses est liée, selon lui, à une diminution drastique de la régulation du commerce international, voilà la politique de libre-échange de l'Union européenne. Entre 1995 et 1997, 61% du chômage est lié au libre-échange. Et il propose une solution qu'on verra à la fin de cet exposé, qui est le retour à un protectionnisme raisonné et raisonnable par des quotas d'importation. Alors quand je dis raisonné et raisonnable, c'est que selon lui, on n'a aucun intérêt à se mettre en autarcie totale. Il faut avoir un protectionnisme nuancé, parce que c'est de ça qu'on a besoin, quelque chose de nuancé, pas quelque chose d'extrême.
Dans la situation d'aujourd'hui, la France s'autodétruit elle-même. Comment expliquer une telle situation ? En fait, et pour l'essentiel, la dégradation progressive et profonde de la situation française depuis 1974 s'explique par la domination et la répétition de vérités établies, de tabous indiscutés, de préjugés erronés, admis sans discussion, dont les effets pervers se sont multipliés et renforcés au cours des années. Cette domination se traduit par un incessant matraquage de l'opinion par certains médias financés par des puissants lobbies plus ou moins occultes. Il est pratiquement interdit de mettre en cause la mondialisation des échanges comme cause du chômage. Personne ne veut ou ne peut reconnaître cette évidence. Si toutes les politiques mises en œuvre depuis 25 ans ont échoué, c'est que l'on a constamment refusé de s'attaquer à la racine du mal, la libéralisation mondiale excessive des échanges. On prétend aujourd'hui qu'on peut fonder un nouvel ordre mondial sur une totale libération des mouvements des marchandises, des capitaux et à la limite des personnes. On soutient qu'un fonctionnement libre de tous les marchés entraînerait nécessairement la prospérité pour chaque pays et pour chaque groupe social dans un monde libéré de frontières économiques. À vrai dire, l'ordre nouveau qui nous est ainsi proposé n'est en substance que laisser-fairisme, et il est dépourvu de toute régulation réelle. Cette évolution s'est produite sous l'influence de plus en plus dominante des sociétés multinationales américaines, puis à leur suite des multinationales du monde entier. Ces sociétés multinationales ont chacune des centaines de filiales. Elles disposent d'énormes moyens financiers et elles échappent à tout contrôle. Elles exercent, de fait, un pouvoir politique exorbitant. En fait, cette évolution s'est accompagnée du développement d'un capitalisme sauvage et malsain. Et au nom d'un pseudo-libéralisme, et par la multitude des déréglementations, s'installe peu à peu une espèce de chien-lit mondialiste laisser-fairisme. Mais c'est là oublier que l'économie des marchés n'est qu'un instrument, et qu'elle ne saurait être dissociée de son contexte institutionnel et politique. Il ne saurait être d'économie de marché efficace si elle ne prend pas place dans un cadre institutionnel et politique approprié. Et une société libérale n'est pas et ne saurait être une société anarchique. La mondialisation de l'économie est certainement très profitable pour quelques groupes de privilégiés. Mais les intérêts de ces groupes ne sauraient s'identifier avec ceux de l'humanité tout entière. Une mondialisation précipitée et anarchique ne peut qu'engendrer partout instabilité, chômage, injustice, désordre et misère de toutes sortes. Et elle ne peut que se révéler finalement désavantageuse pour tous les peuples. Donc ensuite, on peut analyser le traitement médiatique du travail de Maurice Allais. Donc tout d'abord, je vais vous montrer une lettre ouverte que Maurice Allais a écrite aux Français en 1999. Un peu là. Alors on la retrouve ici, lettre ouverte lettre aux Français, le cri d'alarme du seul prix Nobel d'économie français contre les tabous indiscutés. À l'époque, c'était le seul français prix Nobel d'économie. Bon, je vais lire juste quelques titres. Le fondement de la crise, l'organisation du commerce mondial. Il faut délocaliser Pascal Lamy. Pascal Lamy, à l'époque, était directeur de l'OMC, je crois. Il est en faveur d'un protectionnisme raisonné et raisonnable. Bon, il indique que crise et mondialisation sont liées. Et enfin, la partie qui va nous intéresser tout de suite sur son traitement médiatique, un prix Nobel téléspectateur. Les commentateurs économiques que je vois s'exprimer régulièrement à la télévision pour analyser les causes de l'actuelle crise sont fréquemment les mêmes qui y venaient auparavant pour analyser la bonne conjoncture avec une parfaite sérénité. Ils n'avaient pas annoncé l'arrivée de la crise, et ils ne proposent, pour la plupart d'entre eux, rien de sérieux pour en sortir. Mais on les invite encore. Pour ma part, je n'étais pas convié sur les plateaux de télévision quand j'annonçais et j'écrivais, il y a plus de 10 ans, qu'une crise majeure, accompagnée d'un chômage de masse, d'un chômage incontrôlé, allait bientôt se produire. Je fais partie de ceux qui n'ont pas été admis à expliquer aux Français ce que sont les origines réelles de la crise, alors qu'ils ont été dépossédés de tout pouvoir réel sur leur propre monnaie, au profit des banquiers. Par le passé, j'ai fait transmettre à certaines émissions économiques actuelles que j'assistais en téléspectateur le message que j'étais disposé à venir parler de ce que sont progressivement devenues les banques actuelles, le rôle véritablement dangereux des traders et pourquoi certaines vérités ne sont pas dites à leur sujet. Aucune réponse, même négative, n'est venue d'aucune chaîne de télévision, et ce durant des années. Cette attitude répétée souligne un problème concernant les grands médias en France. Certains experts y sont autorisés et d'autres interdits. Bien que je sois un expert internationalement reconnu sur les crises économiques, notamment celle de 1929 ou celle de 1987, ma situation peut donc se résumer de la manière suivante. Je suis un téléspectateur, un prix Nobel téléspectateur.
Je me retrouve face à ce qu'affirment les spécialistes régulièrement invités quant à eux sur les plateaux de télévision, tels que certains universitaires ou des analystes financiers qui garantissent bien comprendre ce qui se passe et savoir ce qu'il faut faire, alors qu'en réalité ils ne comprennent rien. Leur situation rejoint celle que j'avais constatée lorsque je m'étais rendu en 1933 aux États-Unis, avec l'objectif d'étudier la crise qui y sévissait, son chômage et ses sans-abri. Il y régnait une incompréhension intellectuelle totale. Aujourd'hui également, ces experts se trompent dans leurs explications. Certains se trompent doublement en ignorant leur ignorance, mais d'autres, qui la connaissent et pourtant la dissimulent, trompent ainsi les Français. Cette ignorance et surtout la volonté de cacher, grâce à certains médias, dénote un pourrissement du débat et de l'intelligence, par le fait d'intérêts particuliers, souvent liés à l'argent. Des intérêts qui souhaitent que l'ordre économique actuel, qui fonctionne à leur avantage, perdure tel qu'il est. Parmi eux se trouvent en particulier les multinationales, qui sont les principales bénéficiaires avec les milieux boursiers et bancaires d'un mécanisme économique qui les enrichit tandis qu'il appauvrit la majorité de la population française mais aussi mondiale. Question clé. Quelle est la liberté véritable des grands médias? Je parle de leur liberté par rapport au monde de la finance, tout autant qu'aux sphères de la politique. Deuxième question, qui détient de la sorte le pouvoir de décider qu'un expert est ou non autorisé à exprimer un libre commentaire dans la presse? Dernière question, pourquoi les causes de la crise actuelle telles qu'elles sont présentées aux Français par ces personnalités invitées sont-elles souvent le signe d'une profonde incompréhension de la réalité économique? S'agit-il seulement de leur part d'ignorance? C'est possible pour un certain nombre d'entre eux, mais pas pour tous. Ceux qui détiennent ce pouvoir de décision nous laissent le choix entre écouter des ignorants ou des trompeurs. Maurice Allais. Donc vous avez pu lire cette lettre ouverte. On peut être en total désaccord avec ces analyses telles qu'on vient de les présenter, seulement on peut quand même se poser plusieurs questions. Pourquoi n'a-t-il jamais été invité à la télévision, sachant que c'était le seul Français prix Nobel d'économie de l'époque? Je vois pas pour quelle raison on peut dire que c'est quelqu'un d'incompétent ou autre. Il devrait avoir sa place à la télévision. Qu'il explique la fin des 30 Glorieuses d'une manière nouvelle. Donc dans son livre, dont je viens de vous montrer un petit peu les principaux éléments, qu'il a une proposition de solution pour le retour au plein emploi, donc du contingentement, c'est-à-dire des quotas d'importation, et qu'il a demandé à passer à la télévision à plusieurs reprises. Alors quand je dis qu'il n'a jamais été invité à la télévision, c'est quasiment vrai. En fait, il a dû avoir en tout 2 minutes. Enfin, j'ai pas retrouvé plus. J'ai vu une interview de lui de 1 minute 30 coupée. Voilà, j'ai pas vu plus, donc... Voilà, c'est quelqu'un qui proposait une analyse qui aurait au moins mérité d'être dans le débat public. On vient de finir avec la première partie sur les travaux de Maurice Allais. C'était la partie la plus difficile à suivre parce qu'il faut avoir quelques bases en maths pour certains éléments et que elle était quand même assez hard. Par contre, pour la suite, ça va être beaucoup plus accessible. Partie 2, histoire du protectionnisme dans le développement. Alors je vous invite à lire un ouvrage d'Eduardo Galeano qui s'appelle Les veines ouvertes de l'Amérique latine, histoire du pillage d'un continent. Il pourrait très probablement être transposé à l'Afrique. Dans cet ouvrage, Eduardo Galeano fait une comparaison historique entre les USA protectionnistes et les colonies espagnoles qui étaient beaucoup plus favorables au libre-échange. Donc je vais vous lire un extrait de la page 227. Hop là. Protectionnisme et libre-échange aux États-Unis, leur succès ne fut pas l'œuvre d'une main invisible. En 1865, alors que la Triple Alliance annonçait l'imminente destruction du Paraguay, le général Ulysse Grant célébrait à Appomattox la reddition du général Robert Lee. La guerre de sécession se terminait par la victoire des centres industriels du Nord, 100% protectionnistes, sur les planteurs libre-échangistes de coton et de tabac du Sud. La guerre qui allait déterminer le destin colonial de l'Amérique latine commençait en même temps que prenait fin, celle qui avait rendu possible la consolidation des États-Unis comme puissance mondiale. Devenu peu après président des États-Unis, Grant affirma: pendant des siècles, l'Angleterre a pratiqué le protectionnisme. Elle l'a poussé à l'extrême et en a obtenu des résultats satisfaisants. Il ne fait pas de doute qu'elle doit sa force actuelle à ce système. Depuis 2 siècles, elle a jugé plus profitable d'adopter le libre-échange, car elle pense que le protectionnisme ne peut plus rien lui apporter. Alors très bien messieurs, la connaissance que j'ai de mon pays me porte à croire que dans 200 ans, lorsque l'Amérique aura tiré du protectionnisme tout ce qu'il peut lui offrir, elle adoptera également le libre-échange.
Là, ce qu'on voit globalement pour ces deux pays, l'Angleterre et les États-Unis, c'est qu'ils ont tous les deux utilisé la même stratégie. Ils ont d'abord été protectionnistes pour créer une industrie chez eux et la développer. Et une fois qu'ils sont devenus une puissance industrielle, ils ont été en faveur du libre-échange pour eux et pour les autres. On peut aussi prendre une blague d'un sénateur de Pennsylvanie. Alors, je n'ai pas retrouvé la citation exacte. Globalement, ce qu'il disait, c'est un peu comme une définition de dictionnaire: homme, non masculin, animal faisant des discours sur les tarifs douaniers. Pendant ce temps-là, dans les colonies espagnoles, on avait l'interdiction de fabriquer même une aiguille. Alors c'est pas totalement vrai, surtout c'est pas totalement vrai pour tous les éléments. Ils ont fabriqué quelques petits éléments là-bas, mais globalement ils avaient une interdiction de créer une industrie chez eux. Je vais vous proposer un deuxième élément qui va être l'interview de Ha-Joon Chang par François Ruffin. Donc Ha-Joon Chang a écrit notamment 2 ouvrages, Kicking Away the Ladder, qui veut dire retirer l'échelle. L'échelle symbolise le protectionnisme qui permet à un État de se développer. Et ensuite, Bad Samaritans, the Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism. Et Ha-Joon Chang, qui a écrit ces 2 bouquins, est interviewé par François Ruffin dans son ouvrage Leur grande trouille, journal intime de mes pulsions protectionnistes. Intello numéro 6, Ha-Joon Chang, les mauvais samaritains retirent l'échelle. La Corée des années 50, l'un des pays les plus pauvres du monde. C'est dans ce pays que j'ai grandi. Maintenant, je suis citoyen de l'un des pays les plus riches du monde. Durant mon existence, le revenu par tête en Corée a été multiplié par 14. Ça a pris plus de 2 siècles au Royaume-Uni et environ 1,5 aux États-Unis pour parvenir au même résultat. En tant qu'économiste du développement, je me sens privilégié d'avoir vécu un tel changement. Je me sens comme un historien de l'Angleterre médiévale qui aurait été témoin pour de bon de la bataille de Hastings, ou comme un astronome qui aurait remonté le temps jusqu'au Big Bang. C'est presque à une autobiographie économique que se livre Ha-Joon Chang, enseignant à l'université de Cambridge, proche de Joseph Stiglitz, dans le prologue de Bad Samaritans. Le miracle coréen des choix hérétiques. En 1961, 8 ans après la guerre fratricide avec la Corée du Nord, le revenu par personne en Corée s'élevait à 82 $. La plupart des Coréens gagnaient moins de la moitié des citoyens ghanéens. Un pays qui quasiment n'exportait que du textile, du poisson et des perruques fabriquées avec des cheveux humains, est devenu une puissance dans les hautes technologies. Exporte des téléphones portables stylés et ses écrans plats sont achetés partout dans le monde. Grâce à une meilleure nutrition et à des soins médicaux, l'espérance de vie a augmenté de 24 années. 77 ans contre 53 ans dans les années 60. 78 bébés, j'imagine sur 1000, mouraient dans leurs 12 premiers mois contre 5 seulement aujourd'hui, brisant le cœur de beaucoup moins de parents. En termes d'indicateurs de bien-être, c'est comme si Haïti se transformait en la Suisse. Donc là, pour la Corée du Sud, on a vu un changement global en 50 ans, où on est passé d'un pays du tiers-monde parmi les moins avancés du monde à un des pays les plus développés du monde. Comment ce miracle a-t-il été rendu possible ? Pour la plupart des économistes, la réponse est très simple. La Corée a réussi parce qu'elle a suivi la loi du marché. Elle a embrassé les principes d'une monnaie forte, avec peu d'inflation, d'un État faible, de l'initiative privée, du libre-échange, de l'accueil des capitaux étrangers. La réalité, pourtant, est bien différente. Pour contester cette thèse, il lui suffit de recourir à ses souvenirs d'enfance. L'obsession de notre pays pour la croissance économique était pleinement reflétée dans notre éducation. On nous apprenait qu'il était de notre devoir de dénoncer quiconque fumait des cigarettes étrangères. Toutes les devises que rapportaient les exportations, le pays avait besoin de les utiliser pour acheter des machines et d'autres biens qui permettent de développer notre industrie. Les devises étrangères étaient le sang et la sueur de nos soldats de l'économie, combattant dans toutes les usines du pays pour la guerre des exportations. Ceux qui les dépensaient pour des choses frivoles comme des cigarettes étrangères étaient des traîtres. Il n'y avait pas que de la joie dans la Corée de sa jeunesse. La dictature régnait, les filles de 12 ans s'épuisaient au boulot, les étudiants étaient réprimés. C'est à cette époque néanmoins que le pays a connu son essor. Alors, que les choses soient très claires, je cautionne pas du tout le fait que des fillettes de 12 ans s'épuisent au boulot, ni la dictature. Ce qui va être intéressant, c'est surtout la suite. Ce que la Corée a fait, durant des décennies, a été de faire grandir certaines industries naissantes grâce à des taxes douanières, des subventions et autres formes de soutien, jusqu'à ce qu'elles soient assez fortes pour soutenir la compétition internationale. Le gouvernement possédait toutes les banques, aussi pouvait-il diriger le sang vital aux affaires, le crédit.
Quelques grands projets ont été mis en œuvre directement par des entreprises d'État, bien que le pays ait une attitude plus pragmatique qu'idéologique à l'égard de la propriété des moyens de production. Si les entreprises fonctionnaient correctement, parfait, mais si elles n'investissaient pas dans des secteurs importants, le gouvernement n'avait aucun scrupule à créer des entreprises d'État. Et si des entreprises étaient mal dirigées, le gouvernement les prenait en main, les restructurait et en général, mais pas tout le temps, les revendait ensuite. Le gouvernement coréen avait également un contrôle absolu sur le rare commerce extérieur. Des violations pouvaient être punies de peine de mort. Bon, ça évidemment, je cautionne pas non plus la peine de mort pour ces violations, mais il faut voir plus les outils économiques que le gouvernement coréen a utilisés plutôt que tout le reste. Il contrôlait aussi lourdement les investissements étrangers, en accueillant certains à bras ouverts dans quelques secteurs, et en fermant ses portes à d'autres, selon les impératifs du plan de développement national. Donc ça, c'est typiquement du contrôle des mouvements de capitaux. C'est-à-dire que si un investissement est positif pour tout le monde, on l'accueillera à bras ouverts. Si un investissement va être négatif pour le peuple coréen, on va le refuser. C'est le principe du contrôle des mouvements de capitaux. Le miracle coréen a été le fruit d'un mélange intelligent, pragmatique entre l'aiguillon du marché et le dirigisme économique. Le gouvernement coréen n'a pas abattu le marché comme l'ont fait les États communistes, mais il n'avait pas non plus une foi aveugle dans le marché. Tout en prenant le marché au sérieux, la stratégie coréenne lui appliquait des correctifs grâce à l'action publique. La Corée a donc pratiqué, et avec quelle vigueur, le protectionnisme. Réécrivant l'histoire, les libéraux en font pourtant un modèle de libre-échange. Voilà, ce qu'il nous dit là, c'est que la Corée a vraiment été protectionniste. Maintenant, s'il n'y avait que la Corée qui se fût enrichie grâce à de tels choix hérétiques, les gourous du tout marché pourraient rejeter ce cas comme l'exception qui confirme la règle. Mais la Corée n'est pas une exception. Pratiquement tous les pays développés, dont la Grande-Bretagne et les États-Unis, les patries supposées du marché roi et du libre-échange, se sont enrichis grâce à des politiques qui vont à l'encontre des principes néolibéraux. L'auteur propose alors une vigoureuse démystification. C'est tout un pan absent, oublié des manuels d'économie qu'il vient de remplir. Donc ce qu'on a vu globalement, c'est que la Corée s'est développée grâce à une politique protectionniste, et que ça a marché. Je vais maintenant vous lire un extrait de la page 24 d'un ouvrage collectif entre Ah Jun-chang, Serge Halimi, Frédéric Lordon, François Ruffin et Jacques Sapir, qui s'appelle Le protectionnisme et ses ennemis. C'est un tout petit ouvrage dans lequel Ah Jun-chang dit la chose suivante: les partisans du libre-échange croient agir dans le sens de l'histoire. Selon eux, cette politique est à l'origine de la richesse des pays développés, d'où leur critique des pays en voie de développement qui refusent d'adopter une recette aussi éprouvée. Rien n'est pourtant plus éloigné de la réalité. Les faits historiques sont sans appel. Quand les pays actuellement développés se trouvaient encore en développement, ils n'ont mené pratiquement aucune des politiques qu'ils préconisent. Et nulle part, l'écart entre le mythe et la réalité ne paraît aussi flagrant que dans le cas de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Voilà, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à lire ce petit ouvrage. Sur le sujet, je vais vous présenter un extrait de la conférence d'Olivier Berruyer à Sciences Po. Vous allez bien payer, il faut aussi bien le payer quand vous le direz. Donc ça, c'est un système qui est quand même assez intéressant. Je vais passer rapidement sur la mondialisation, si ce n'est que vous voyez qu'il y a une convergence. C'est quand même amusant ce graphique. Depuis 1820, les droits de douane. Vous voyez qu'on est arrivé à un régime de mondialisation, encore historique, jamais vu dans l'histoire, on n'a plus de droits de douane. Mais ce qui est étonnant, c'est que vous voyez que le Royaume-Uni, quand il a eu besoin de se développer, eux, les droits de douane, c'était top niveau. Puis le jour où il s'est bien développé, il dit maintenant on arrête, là, on va faire du libre-échange. Puis les États-Unis, c'est pareil. Ils se développent tranquillement grâce à des droits de douane, ils sont protégés. Puis le jour où il est fort, il dit je pars au niveau du marché mondial, et aussi c'était pareil. Mais sauf qu'ici, évidemment, on voit que les pays émergents, ils ont un problème, puisqu'ils n'arrivent pas, toute l'Afrique en particulier, ne peut pas se développer sans protection douanière. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Ça, c'est le commerce mondial de biens et services en pourcentage du PIB. Quel est le pourcentage du PIB qui est exporté et importé et qui rentre dans le commerce international? Et bien, vous voyez aussi, depuis 1820, un plus haut historique, et pas qu'un peu. Mais sauf qu'on risque de connaître ce qui s'est passé en 1914, parce que si vous voyez bien, il y a déjà eu une mondialisation à cette période-là. Si vous relisez des écrits à cette époque, c'est très amusant. Les gens vous disent c'est mondialisé, il n'y a plus de frontières, je sais ce que je veux sur la planète. Et quand arrive la guerre, vous vous rendez compte que c'est que dans les années 70 qu'on retrouve le niveau de 1914 en termes de mondialisation, bon, avant d'arriver un peu n'importe quoi actuel en termes de répartition mondiale. Ça c'est par pays, je passe. Donc voilà globalement ce qu'on peut retenir de cette partie, c'est que les principaux pays développés aujourd'hui, France, États-Unis, Royaume-Uni, Corée du Sud, ont utilisé une politique douanière importante à leur époque pour développer leur industrie.
Ce qui va nous permettre de passer à la partie 3, la politique douanière dans le développement actuel. Donc on va prendre le cas des BRICS, les pays émergents, donc Brésil, Russie, Inde, Chine et S pour South Africa. Ça va être des extraits de journaux que j'ai pu trouver sur internet. Dans ces extraits de journaux, on reproche souvent à ces pays d'utiliser le protectionnisme. Donc protectionniste, 150 nouvelles mesures dans le monde en un an. Les BRICS sont les pays qui ont le plus mis en place de mesures protectionnistes depuis 2008 selon un rapport de la Commission européenne. Le B de Brésil joue la carte du protectionnisme pour se protéger des chocs extérieurs. Le R de Russie, la Russie, pays le plus protectionniste en 2013. R de Russie toujours, la Russie installe de nouvelles barrières protectionnistes. La Russie annonce de nouvelles taxes pour les voitures et des quotas agricoles renforcés. Le I de Inde, l'Inde remet les pendules à l'heure du protectionnisme, limiter les investissements étrangers, tel est le nouveau credo. Le C de Chine, protectionnisme, la Chine en fait elle trop. Chaque jour, les hommes s'échangent des milliards de dollars de marchandises. Même si la crise financière de 2008 a ralenti ce commerce, une autre menace est bien réelle, il s'agit du protectionnisme. Le journal de l'intelligence économique d'Ali Laïdi a enquêté sur la Chine, un pays souvent critiqué pour sa pratique du protectionnisme à outrance. Donc comme vous voyez, ce sont des articles qui sont plutôt contre le protectionnisme, mais ce qu'on voit, c'est que les nouveaux pays émergents, les BRICS, utilisent cette politique protectionniste. Pour l'Afrique du Sud, nous n'avons jamais entendu une personne pauvre, ou tout autre d'ailleurs, se plaindre d'avoir accès à des produits moins chers. Et pourtant, beaucoup de gens en Afrique du Sud adorent haïr les Chinois, juste parce qu'ils nous procurent des vêtements bon marché. Parce que les fabricants locaux ne peuvent pas produire des vêtements aussi efficacement et aussi bon marché que les Chinois, le gouvernement SA, donc d'Afrique du Sud, impose des taxes à l'importation allant jusqu'à 45% du coût de ces vêtements pour protéger l'industrie. Cela n'empêche pas le vêtement de rester moins cher que ceux fabriqués localement. Il s'agit donc d'une taxe qui est finalement subie non par les importateurs, mais par les consommateurs, même les plus pauvres. On pourrait rajouter l'Argentine, qui ne fait pas partie des BRICS, mais qui est quand même un pays émergent. L'Argentine persiste sur la voie du protectionnisme. Donc ce qu'on voit globalement, c'est que les pays qui se développent en ce moment, on leur reproche d'être protectionnistes. Il faudrait peut-être se poser la question, est-ce que c'est pas parce qu'ils protègent leur industrie qu'ils arrivent à se développer ? C'est une question qu'on pourrait poser. Et on pourrait poser cette question aussi pour les pays les moins développés du monde, donc par exemple une grande partie des pays africains. Dans les pays africains, on consomme du poulet, mais souvent le poulet vient d'Europe. C'est le cas notamment dans pas mal de pays d'Afrique de l'Ouest, dans lesquels une campagne a été menée par plusieurs ONG internationales pour sensibiliser les Européens au fait que s'ils n'achètent pas des poulets entiers, les restes de poulets seraient exportés vers l'Afrique et viendraient concurrencer les productions locales. Donc ce sont des associations humanitaires qui disent il faut absolument que les Européens arrêtent d'envoyer les restes de poulet parce que ça concurrence la production locale et ça empêche les Africains de développer une agriculture. On peut aussi parler de l'aspect textile. Les Africains produisent un peu de textile, mais ce textile est concurrencé par les fripes. Donc là, c'est une image de vêtements non vendus en Europe ou je sais pas où, qui sont réimportés en Afrique et qui concurrencent la production locale. Alors il y avait un président africain qui avait voulu lutter contre ça. Ça date des années 80, c'est le président Thomas Sankara. Je vais vous montrer un extrait de son discours à Addis Abeba. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons.
François Ruffin, dans l'ouvrage Leur Grande Trouille, journal intime de mes pulsions protectionnistes, reprend ce discours. Donc, comme on vient de l'entendre, ce discours finit par Merci Monsieur le Président, la patrie ou la mort nous vaincrons. Pour Thomas Sankara, ce fut la mort. Quand j'ai visionné cette archive dans le documentaire de Julien Després, l'idée m'est venue de retourner sur place, à Ouagadougou, voir si, finalement, maintenant, ils ont bâti une industrie textile ou pas. J'ai contacté le réalisateur qui m'a envoyé quelques coordonnées, dont celle du père Maurice Houdet, un militant associatif. Oui, Thomas Sankara avait relancé le Faso d'Anfani. Il avait obligé tous les fonctionnaires burkinabés à se vêtir à l'africaine. Tous les burkinabés connaissent encore ces slogans. Mais avec son assassinat, tout a été réduit à zéro. Le pays s'est ouvert à tous les vents libéraux. Et vous portez quoi alors? Bon, je vous le donne en mille. De la friperie. Il faudrait se protéger de la friperie. Mais pour nous, c'est secondaire. Le plus grave, c'est l'alimentation. Vous prenez le lait, les gens achètent des boîtes de lait concentré. Les vaches sont en Irlande, c'est transformé en poudre sur place. Ils mettent ça en conserve au Ghana et c'est vendu ici moins cher que le lait frais du paysan. Pareil pour le riz. Plutôt que de produire ici, on se nourrit avec le vieux riz vietnamien. Et c'est quoi d'après vous les solutions? Il nous faut des protections douanières. Il faut sortir de l'Organisation mondiale du commerce, il faut refuser les accords de partenariat imposés par l'Europe. Tant que nous n'aurons pas de taxes importantes sur les importations, on interdira tout développement de l'agriculture, de l'industrie. Donc vous réclamez du protectionnisme. Si vous voulez, le mot ne m'effraie pas, même si à Dakar, c'était repris sous la forme de souveraineté alimentaire. Je propose une autre forme, c'est-à-dire régulation douanière, mais souveraineté alimentaire me conviendrait aussi. Et vous en discutez souvent du protectionnisme ? Non, on n'en discute plus tellement, parce qu'il semble qu'entre nous, on est tous d'accord. Ça fait des années qu'on dresse le même constat. Donc ce qui est intéressant ici, c'est de voir que des militants associatifs qui travaillent en Afrique valident l'idée selon laquelle il faudrait plus de protection douanière pour que l'Afrique se développe. Et disent que c'est l'absence de ces protections douanières qui fait que l'Afrique a du mal à se développer en ce moment. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à aller sur le site abcburkina.net. Alors la personne qui a été interviewée, le père Maurice Houdet, écrit dedans je crois, et puis d'autres personnes aussi. Donc je vous invite à regarder ce site qui est assez intéressant. Et ça nous amène donc à la synthèse historique. Donc si on fait une synthèse historique, il semble que la plupart des pays les plus avancés aient utilisé leur politique douanière pour se développer. La Grande-Bretagne et les États-Unis en tête, mais aussi la France, l'Allemagne. Ça a été le cas de la Corée du Sud plus récemment. Enfin voilà. Tous les pays avancés ont utilisé cette politique. Les pays émergents, donc c'est-à-dire les pays qui sont en train de se développer maintenant, l'utilisent. On leur reproche d'ailleurs. Donc c'est le cas des BRICS, de l'Argentine. Et les pays les moins avancés, donc notamment une grande partie des pays africains, voient leur agriculture et leur industrie concurrencées par les importations. Donc notamment le lait, le riz et puis le textile. Alors un point important à voir, c'est que la politique douanière est une notion de degré. Dans les cas cités, elle prend évidemment différentes formes. Donc ça peut être des tarifs douaniers, des quotas d'importation ou du contrôle des mouvements de capitaux, à des taux différents et sur des produits différents. Je dis ça parce que ça n'a pas forcément de sens pour les pays d'Africains de mettre des tarifs douaniers sur les smartphones, vu qu'ils ne sont pas en mesure d'en produire dès aujourd'hui. Par contre, sur l'agriculture et le textile, peut-être. On arrive donc à la partie 4, réponse aux arguments en faveur d'un libre-échange total. Alors la première étape, ça va être une discussion autour des différentes études économiques, donc du FMI, de la Banque mondiale et de l'OMC. Alors je les ai pas regardées en détail, donc je vais reprendre des points de vue de certaines personnes dessus. Voilà, donc ce sera le point de vue de Maurice Allais ou Jacques Sapir sur ces études-là que je vais vous présenter. Donc Maurice Allais critique le modèle RUNS de la Banque mondiale. Donc modèle qui dit que globalement le libre-échange est favorable au monde entier. Alors les critiques de Maurice Allais sont les suivantes. Il considère que pour un modèle à 77 000 variables, c'est très difficile de voir sur les 77 000 variables quels sont les facteurs réellement importants. D'ailleurs à 77 000 variables, on est obligé de faire beaucoup d'approximations et donc il considère ce modèle comme simpliste. Personnellement je ne l'ai pas regardé en détail, donc je peux pas donner mon avis dessus. De la même manière, sur les modèles GTAP et Linkage, ils ont quelques failles selon Jacques Sapir, et donc je vais vous les présenter ici. Donc selon lui, ces modèles sont peu robustes en fonction de la base de données.
notamment le modèle Linkage. En fait, le modèle Linkage a évalué les gains de la mondialisation pour le monde et pour les pays en voie de développement avec deux bases de données. Ils ont commencé avec une base de données de 2002. Ça donnait 832 milliards de dollars de gains pour le monde et 539 pour les pays en voie de développement. Seulement en changeant la base de données, les gains pour le monde sont passés de 832 milliards à 287 milliards. Et les gains pour les pays en voie de développement de 539 milliards à 90 milliards. Si en changeant de base de données on a une variation aussi forte des résultats, ça signifie que le modèle est assez peu robuste. Ensuite, pour le modèle GTAP, on a des gains pour le monde de 84 milliards à partir d'une base de données de 2005 et pour les pays en voie de développement de 22 milliards. Un des problèmes là-dedans, c'est qu'on considère dans les pays en voie de développement la Chine dans le modèle GTAP. Et sans la Chine, en fait, les pays en voie de développement ils perdent. Ça signifie donc que le modèle GTAP dit que les pays en voie de développement ils perdent avec la mondialisation. Et la manière dont ils peuvent y gagner d'un point de vue statistique, c'est en intégrant la Chine dans ces pays-là. De la même manière, dans le modèle Linkage, alors ils font un cas d'application sur le textile. On va considérer comme pays en voie de développement des pays à IDH très fort. Alors l'IDH, c'est l'indice de développement humain. C'est un indice qui globalement prend trois paramètres. Donc le revenu par habitant, l'espérance de vie et le taux d'alphabétisation. En gros, ça mesure le développement d'un pays. Et dans les pays en voie de développement, ils mettent Singapour, qui est le 5e IDH mondial, Hong Kong, qui est le 12e IDH mondial, la Corée du Sud, qui est le 18e IDH mondial, et Taïwan, qui est pas dans le... Enfin, un pays pour lequel l'IDH n'est pas calculé, sachant que la France est 20e IDH mondial. C'est-à-dire qu'on considère comme des pays en voie de développement, des pays plus développés que la France. Alors on a un autre problème lié à ces modèles, c'est que ce sont des modèles d'équilibre général. Alors Jacques Sapir explique ça très bien dans La démondialisation, mais aussi dans un autre ouvrage qui s'appelle Les trous noirs de la science économique. Un modèle à équilibre général, c'est un modèle dans lequel on va mettre l'offre qui sera égale à la demande. Alors l'inconvénient de ça, c'est que l'offre et la demande, ça réagit pas de la même manière aux évolutions économiques. Si par exemple le prix d'un produit baisse, la demande peut réagir très rapidement. Si le prix baisse, on va demander beaucoup plus de ce produit-là. Alors que pour que l'offre augmente, il faut créer de nouvelles usines, former de nouvelles personnes, investir dans de nouvelles machines. Et une fois que ces choses-là sont faites, on va pouvoir augmenter l'offre. Maintenant, si on a une demande qui baisse en même temps, réduire l'offre, ça va être aussi compliqué. On va avoir besoin de licencier des gens, de fermer des usines. Donc c'est un point important à prendre en compte, c'est que les modèles d'équilibre général ne prennent pas bien en compte le temps, et donc le fait que l'offre et la demande ne réagissent pas de la même manière aux évolutions économiques. Autre point important, c'est que le PIB mesure assez mal la richesse, notamment dans le cas des pays en voie de développement. Je vais donner un exemple, c'est d'ailleurs l'exemple de Jacques Sapir. Si un paysan produit du riz et le mange, ça rentre pas dans le PIB parce qu'il n'y a pas eu d'échange. Maintenant, si un paysan produit du coton à la place de produire du riz, produit du coton, le vend et avec l'argent qu'il a gagné rachète du riz, là ça va rentrer dans le PIB. Et c'est possible qu'à la fin il ait moins de riz que s'il produisait lui-même, pourtant le PIB aura augmenté. Donc il faut faire attention avec le PIB, c'est un élément qui mesure assez mal la richesse. Donc réponse aux arguments en faveur d'un libre-échange total, donc les arguments divers. Pour avoir un point de vue complètement différent du mien, je vous invite à regarder la conférence d'Alain Madelin, Produire et échanger, ou le livre d'Alain Minck, La mondialisation heureuse, que j'ai pas lu d'ailleurs et que je devrais lire, qui ont des points de vue complètement différents du mien. Mais si vous voulez vous faire un avis qui soit très construit, je vous invite à voir les différents arguments et les différents points de vue. Alors, réponse aux arguments divers. Donc premier argument, si un pays augmente ses protections douanières, les autres pays vont faire la même chose. Alors c'est possible, seulement si un pays augmente ses salaires chez lui, il y a un risque que les entreprises délocalisent dans le pays où les salaires sont plus bas. Et donc si on veut que tous les salaires augmentent dans tous les pays, il faut un peu de protection. Et donc c'est peut-être pas plus mal qu'un pays augmente ses protections douanières et que les autres fassent la même chose, dans la mesure où c'est raisonné et raisonnable.
Le libre-échange augmente les échanges et donc la richesse. Comme on l'a vu à la diapo précédente, c'est pas parce qu'on échange plus qu'on est plus riche. Parfois c'est vrai, parfois c'est pas vrai. Le protectionnisme favorise un producteur A au détriment d'un consommateur B et d'un autre producteur C. On a un gagnant pour deux perdants. Alors ça c'est le cas si on se focalise sur un cas particulier, mais si on a une vue d'ensemble, en fait, c'est pas forcément le cas. Sans protectionnisme, il y a des chances que les entreprises choisissent entre deux pays, le pays qui a le niveau de salaire le plus bas. Et donc on a donc deux sociétés perdantes, deux pays perdants puisqu'ils vont faire en sorte d'avoir chacun les niveaux de salaire les plus bas pour avoir les emplois chez eux, et quelques multinationales gagnantes qui pourront marger grâce à l'absence de protection douanière. En Chine, le salaire horaire a triplé en dollars entre 2002 et 2009, et ça grâce au libre-échange. Alors c'est vrai que la Chine échange beaucoup avec le monde entier, ce qui est très bien d'ailleurs, seulement la Chine, malgré le fait qu'elle échange, est un pays protectionniste. C'est très difficile d'investir en Chine sans devoir créer une entreprise là-bas. C'est très difficile de vendre des produits en Chine sans créer d'usine là-bas. Donc en fait cet argument ne tient pas. La Chine est un pays protectionniste. C'est d'ailleurs ce qu'on lui reproche. Enfin, pas moi, mais ce que certains journaux lui reprochent. Il y a une corrélation entre le commerce mondial et le PIB mondial. Alors c'est vrai souvent, seulement on ne peut pas forcément dire que c'est l'augmentation du commerce mondial qui fait augmenter le PIB mondial. Ça peut aussi être l'inverse, ça peut aussi être le PIB mondial qui fasse augmenter le commerce mondial. C'est le cas notamment dans les grosses crises. On ne change pas la structure du commerce mondial, seulement comme tous les pays sont en crise en même temps, ce qui était le cas en 2007-2008 ou pendant les années... Enfin, en 1929. Parfois une chute du PIB ça fait chuter le commerce mondial. Donc la corrélation c'est pas forcément le commerce mondial qui impacte le PIB mondial. Des pays protectionnistes n'ont pas réussi leur développement, alors c'est tout à fait possible, seulement ça peut être quelques cas de pays qui ont pratiqué le protectionnisme et qui n'ont pas réussi leur développement. Seulement, d'après ce qu'on a vu, les principaux pays industrialisés ont été protectionnistes à une époque. Et les pays qui se développent en ce moment le sont. Alors c'est une solution de facilité, il faudrait plus de compétitivité. Alors j'avais entendu cet argument face à l'euro, en disant oui c'est vrai, une sortie de l'euro ça permettrait d'avoir un coût du travail beaucoup plus faible d'un coup, et donc on pourrait gagner en compétitivité, mais c'est une solution de facilité, ce qu'il faut c'est de l'innovation et de la flexibilité. Ce que j'ai envie de dire à cet argument, c'est si c'est facile, il faut le faire. C'est pas parce qu'on veut absolument. Enfin, il faut pas refuser une solution si elle est simple. Les pertes liées aux importations sont compensées par les exportations. Alors c'est pas forcément vrai. Ça peut être vrai dans certains cas, mais dans le cas de la France, d'après Maurice Allais, c'est pas du tout le cas. Surtout qu'en France, on a du mal à trouver des emplois aux personnes peu qualifiées. Et donc si les importations si les importations de produits à faible valeur ajoutée sont compensées par des exportations à forte valeur ajoutée, du point de vue de l'emploi, ça peut donner beaucoup d'emplois pour les personnes très qualifiées et très peu pour les personnes non qualifiées. Sachant que dans un pays, il y aura toujours des personnes peu qualifiées, donc il faut conserver des emplois pour eux. Alors les prix seraient plus élevés avec du protectionnisme. C'est probablement vrai. Seulement on pourrait aussi augmenter les salaires sans risquer de délocalisation, donc ça compense quand même pas mal. Et puis j'ai trouvé cet élément sur internet, alors je me souviens plus de la source exacte, faudrait vérifier, mais la main d'œuvre d'une chaussure vendue 100 € chez nous coûte 40 centimes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur beaucoup de produits, le prix de la main d'œuvre ne représente pas forcément 100% du prix. Il y a beaucoup de marges, d'intermédiaires, tout ça. Et donc c'est possible que sur un certain nombre de produits, les prix restent les mêmes, même avec du protectionnisme, même en fabriquant chez nous. Ensuite, dernier argument, c'est l'argument pseudo-moral. Comment peut-on refuser un produit parce qu'il vient de l'étranger? Alors je refuse complètement cet argument. Puisque l'objectif n'est pas de poser des problèmes aux pays étrangers, on les invite aussi à avoir des protections douanières. Je vous montre cette image qui est le mur entre
entre le Mexique et les États-Unis. Il était là avant Trump, bon, il sera très probablement là après. Et donc au sein de l'ALENA, donc les accords de libre-échange nord-américains, les marchandises peuvent circuler librement, puisque c'est une zone de libre-échange, mais les humains non. Donc alors, petite blague, hein, hashtag droit inaliénable des marchandises et des capitaux à circuler librement, et pour les humains on verra. Alors on peut continuer un peu sur le sujet en parlant de la culture. Aujourd'hui, on consomme des produits qui viennent du monde entier, mais est-ce qu'on est vraiment ouvert sur le monde? C'est une bonne question à poser. Donc je vous invite à bien faire la différence entre la libre circulation des humains, des idées, des cultures, qui pour moi est presque toujours bénéfique, et la libre circulation des marchandises et des capitaux, qui est bonne ou mauvaise suivant le contexte. Parfois ça met en concurrence des travailleurs de plusieurs pays, donc c'est mauvais. Parfois c'est bon, ça dépend. Et donc qui est à favoriser ou limiter suivant le contexte. Voilà, nous consommons des produits fabriqués dans le monde entier. Mais si on écoute la radio ou la télé, il y a très peu de productions qui sont ni françaises ni américaines. C'est vrai qu'on a beaucoup de productions américaines, mais ce serait bien qu'on ait des productions du monde entier. Pourquoi on n'a pas de films à la télé de Bollywood par exemple? On devrait en avoir au moins un par mois. Ou au moins Alors je crois que le premier titre c'est Les Talons d'Or ou Les Talons d'Argent au FESPACO. Pourquoi est-ce qu'on voit pas au moins ce film à la télé? FESPACO c'est le festival du film africain de Ouagadougou. Ce serait bien qu'on voit ces films, ce serait intéressant. On aurait une vraie ouverture sur le monde. Pourquoi on entend très peu de musique qui ne soit ni française ni US à la radio? Pourquoi on entend très peu de cumbia ou de ndobolo? Pourquoi à la télé on a assez peu de reportages sur les grandes civilisations du monde? Quoique là on en a quand même un petit peu et c'est très bien, mais il faudrait qu'on en ait un petit peu plus. Sur le monde arabe, sur ce qu'il a pu être à l'époque d'El-Andalus, ce qu'a pu être l'Empire Inca, la civilisation égyptienne, tout ça. Ce serait intéressant d'avoir plus de ces reportages-là à la télé pour nous ouvrir sur le monde et avoir une vraie ouverture culturelle sur le monde, ce qui pour moi est totalement bon et à favoriser et pas du tout à limiter, alors que la libre circulation des marchandises c'est quelque chose qui est absolument pas une fin en soi, et je me sens pas du tout proche des Chinois parce que j'ai un caleçon fabriqué en Chine. Je m'en sentirais beaucoup plus proche en voyant des éléments de leur civilisation. Voilà, je vous propose une petite caricature. Donc selon vous, qui est la personne la plus ouverte sur le monde? Alors la première personne, mon quel but est fabriqué en Chine et mon sac en Inde, mais je ne connais rien de ces deux cultures. Et la deuxième, moi je consomme local dès que j'en ai la possibilité, mais j'ai passé mes vacances en Chine et je regarde souvent des films de Bollywood. Un petit extrait du journal Fakir, donc François Ruffin. 100% des passagers sont scannés à leur arrivée à Roissy, 0,4% des containers sont scannés à leur arrivée au Havre. Vous voyez, pour les personnes c'est 100%, pour les marchandises 0,4%. 55 c'est le nombre de douaniers au service de Tracfin, l'organisme supposé contrôler les mouvements financiers suspects. 256 c'est le nombre de douaniers préposés au seul tunnel sous la Manche, point de passage des réfugiés vers l'Angleterre. Donc c'est 5 fois plus. Et plus de 500 au total avec Lille-Gare et Paris-Nord qui travaillent sur l'Eurostar. Bon, ça fait presque 10 fois plus. Ces chiffres résument l'orientation d'un métier moins tourné désormais vers le contrôle des marchandises et des capitaux que vers la surveillance des personnes. Dans cette Europe forteresse pour les hommes, surtout les pauvres, et passoire pour le capital et ses produits, on fait ça de nos douaniers, des auxiliaires de police, alors qu'ils pourraient remplir des missions bien plus utiles pour les salariés, les consommateurs et l'environnement, alors qu'on pourrait bâtir une douane de gauche rouge et verte. Bon, c'est François Ruffin qui parle, hein, il est plutôt à gauche, alors qu'eux-mêmes approuveraient ces missions, plus conformes à leurs aspirations que d'agents d'immigration. En Bretagne, en Lorraine, en Provence, on a rencontré des papis douaniers qui nous ont raconté d'une douane à l'autre. Ils ont vécu la mule de leur métier, la dérive. Leur police des marchandises et des capitaux devient lentement la police tout court. On arrive donc à la partie 5, qui est finalement la partie la plus importante et quelque part la partie la plus triste, c'est l'aspect social de la mondialisation. Donc je vais d'abord vous proposer un petit récapitulatif de quelques délocalisations récentes, donc d'abord avec un petit extrait de France 2. La course au prix bas, imposée par la concurrence mondiale, a ravagé des pans entiers de l'industrie française. Délocalisation, un phénomène qui est régulièrement à la une des journaux.
mais qui ne fait l'objet d'aucun recensement officiel. Pour établir cette carte des délocalisations, effectives ou en cours, entre 2010 et 2016, des géographes ont dû puiser dans les articles de presse. Électroménager, automobile, banque, habillement, tous les secteurs de l'économie française sont concernés. Le départ d'entreprises pour l'étranger, un mal qui a surtout frappé la Normandie, l'Île-de-France, le Centre, le Grand Est et les Hauts-de-France. Une terre que la mondialisation a martyrisée plus que les autres. Ici, dans le Pas-de-Calais, au cœur de l'ancien pays minier, les délocalisations font des ravages depuis bien longtemps. Et dans ce secteur, autour des terrils les plus hauts d'Europe, l'emploi a chuté de 35% en 15 ans, entre 1999 et 2013. Donc voici ce petit extrait, on voit qu'il y a beaucoup de régions françaises qui ont souffert des délocalisations, notamment le nord de la France. L'année 2017 est une année où il va y avoir beaucoup de fermetures d'usines, pas forcément toujours liées à des délocalisations, mais souvent. Je vous propose un petit article de 20 minutes qui parle des plans sociaux chez Whirlpool, GMS et Vivarté. Hop là. Ouais, donc comme on peut le voir, GMS, Whirlpool, Vivarté, de nombreux plans sociaux attendent le nouveau gouvernement. Donc ça a été fait en mai 2017. Donc on a GMS Industrie, on a Whirlpool, on va avoir Vivarté, Tati, William Saurin, Airbus qui va supprimer plus d'1 millier de postes, Accor Hôtel, Nestlé. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'usines qui ferment en ce moment et c'est souvent lié aux délocalisations. Si on regarde la carte de l'industrie en France, le pourcentage de personnes travaillant dans l'industrie, on peut voir la différence entre 1968, où il y avait des régions où on dépassait les 50% de personnes travaillant dans l'industrie, et maintenant, où il y a beaucoup moins de régions industrielles. Donc voilà, on vit un vrai désastre industriel, beaucoup d'entreprises quittent le territoire. Donc ces cartes sont issues du livre d'Hervé Lebras et d'Emmanuel Todd, Le mystère français. Autre point à montrer, ce que vous voyez à l'écran, c'est l'Arc de Triomphe de François Ruffin. C'est la liste de ses défaites. En fait, il écrit toutes les entreprises de sa région, d'Amiens, qui ont subi un plan social. Donc je vais vous lire l'introduction de son ouvrage, Leur Grande Trouille, journal intime de mes pulsions protectionnistes. J'ai dessiné ça cet après-midi pendant la vente aux enchères. Sur mon arc de triomphe ne figurent que des défaites. Depuis 10 années, à travers la Picardie d'abord, la France ensuite, j'ai visité des usines de robinets, de pistons, de cacao, de lave-linge, de canapés, de chips, de yaourt. J'ai vu des ateliers tout neufs et déjà vides, des bâtiments immenses et laissés à l'abandon. J'ai vu des ouvriers manifester devant leur société, devant des mairies, des sièges sociaux, l'Assemblée nationale. Je les ai vus organiser des meetings, des concerts de soutien, des réveillons de Noël, des cars pour monter à Paris ou pour suivre leur chaîne en Pologne. Je les ai vus signer des pétitions, distribuer des tracts sur les marchés, se serrer les coudes derrière une banderole, crier dans un conseil municipal. Je les ai vus porter plainte devant les prud'hommes, des tribunaux correctionnels, des cours d'appel, la cour de cassation, être poursuivis à leur tour devant les magistrats, commander des rapports au cabinet Secafi Alpha ou Syndex, ouvrir des livres 3, fermer des livres 4. Je les ai vus dénoncer leurs syndicats, former des comités de lutte, séquestrer leurs dirigeants, se menotter aux grilles de la direction du travail, mettre à sac une sous-préfecture, placer des bonbonnes de gaz sur le toit, investir des assemblées générales d'actionnaires, interpeller leur PDG à la tribune. Je les ai vus occuper leur fabrique durant des semaines, des mois, entamer des grèves de la faim, se réunir tous les jeudis dans l'ancien local syndical. J'ai vu tous ces efforts désespérés, ces tentatives vaines, avec toujours au bout la défaite. Qu'on déguise parfois tant bien que mal en victoire parce que l'entreprise a rallongé l'enveloppe des indemnités, parce qu'un pôle logistique sera préservé, parce qu'une cellule de reclassement viendra offrir un répit. Voilà, donc si vous voulez comprendre pourquoi certaines personnes s'engagent aujourd'hui pour plus de protectionnisme, c'est notamment pour éviter ce qu'on voit là, toutes ces délocalisations qui ont un coût social qui est énorme. Et c'est pas du tout une idée de repli sur soi, c'est plutôt une idée pragmatique pour pouvoir sauver des emplois.
On pourrait, voilà, dernière phrase, on sauve l'honneur mais pas l'essentiel, les emplois. On pourrait reprendre aussi l'exergue dans le livre de Maurice Allais, qui pour moi doit avoir le même point de vue que François Ruffin. C'est pour défendre les travailleurs qu'on souhaite revenir à un petit peu plus de protectionnisme. Donc je vous lis l'exergue. Ce livre est dédié aux innombrables victimes dans le monde entier de l'idéologie libre-échangiste mondialiste, idéologie aussi funeste qu'erronée, et à tous ceux que n'aveugle pas quelques passions partisanes. Voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est si un certain nombre d'auteurs sont pour plus de protection douanière, c'est pour ça. C'est pour pouvoir conserver des emplois, conserver un niveau de vie suffisamment élevé. Donc là je vous propose un petit schéma, une petite animation. Donc on va faire une hypothèse sans régulation douanière avec des choix rationnels. Donc si on fait l'hypothèse qu'en France et dans le monde entier on n'a plus du tout de régulation, que ce soit au mouvement des marchandises ou au mouvement des capitaux, qu'est-ce qui risque de se passer ? Qu'est-ce qui se passe déjà d'ailleurs ? Mais pour la production, enfin pour les usines, les grandes entreprises ont un intérêt à placer leurs usines dans des pays où le coût du travail est plus faible. Donc les usines quittent très souvent le pays pour aller soit en Chine, au Bangladesh, en Europe de l'Est ou au Maghreb. C'est les cas un peu fréquents. Beaucoup d'entreprises étrangères pourraient placer leur siège social en France, mais vont le placer à l'étranger pour payer moins d'impôts, même s'ils produisent en France, c'est le cas de Google, Facebook, Amazon, c'est le cas aussi d'ailleurs d'Airbus, qui est une entreprise de droit hollandais. Et donc pour payer moins d'impôts, les entreprises placent leur siège social dans des pays qui ont un taux d'imposition sur les sociétés faible, donc l'Irlande et les Pays-Bas, ou réalisent des montages financiers à partir de filiales qui fournissent des prêts aux entreprises à la filiale française ou leur demandent de reverser des royalties, ce qui permet à la filiale française de ne pas afficher de bénéfices afin de ne pas payer d'impôts en France et de reverser tous les bénéfices à la filiale au Luxembourg pour en payer très peu. De la même manière, les grosses fortunes, une partie des grosses fortunes françaises ont fait de l'évasion fiscale, sont allés en Suisse, en Belgique pour payer moins d'impôts. Dans tous ces cas, on a deux choix. Soit on choisit de s'aligner, c'est-à-dire un coût du travail très faible, ce qui fait que les gens auront un pouvoir d'achat beaucoup plus faible, et un taux d'imposition faible, ce qui fait qu'on ne pourra plus maintenir un système social de qualité et qu'on sera obligé de le démanteler petit à petit. L'autre solution, qui selon moi est bien meilleure, c'est de faire de la régulation. Donc pour que nos usines puissent rester en France ou que de nouvelles usines puissent être construites en France, il faudrait soit des taxes douanières ou des quotas, afin que ce soit plus rentable de fabriquer en France pour avoir accès au marché français, mais également le contrôle des mouvements de capitaux. Si par exemple une entreprise souhaite délocaliser, on doit pouvoir lui dire non, ce qu'on ne peut pas faire actuellement à cause de l'Union européenne. Ça permettrait de maintenir nos usines en France. Pareil pour les sièges sociaux. Si on souhaite maintenir les sièges sociaux en France afin que la filiale française d'une entreprise internationale paie ses impôts en France, il faudrait pouvoir refuser à cette entreprise le droit de sortir de l'argent. Il faudrait donc pas lui refuser le droit de sortir de l'argent, mais pouvoir le contrôler. Il faudrait donc faire un contrôle des mouvements de capitaux, ce qui permettrait de conserver des filiales en France qui payent leurs impôts en France. Et pour les grosses fortunes, c'est la même chose. Grâce au contrôle des mouvements de capitaux, on pourrait leur dire non, vous n'avez pas le droit de sortir 30 000 euros par mois de France. Si vous gagnez de l'argent en France, vous devez d'abord payer vos impôts en France. Avec une politique de régulation, ça nous permettrait de conserver et nos usines et nos sièges sociaux d'entreprise afin que les entreprises payent leurs impôts en France et nos grosses fortunes. Il faudrait d'ailleurs que le monde entier fasse ça, ce serait mieux. Je vous propose cette petite caricature. Je sais pas s'il faut la commenter. En gros, on a une personne très riche qui dit « J'aimerais tant baisser les salaires, casser le droit du travail et baisser les cotisations sociales ». Et on voit une deuxième personne qui vient le voir et qui lui dit « Mais nous avons la solution, il suffit de mettre les peuples en concurrence directe les uns avec les autres ». Avec cette concurrence directe, en fait, les entreprises choisiront où placer leur usine, à l'endroit où le coût du travail est le moins cher, où placer leurs sièges sociaux,
à l'endroit où les impôts sur les sociétés sont les plus faibles et où habiter. Par exemple, Bernard Arnault voulait aller habiter en Belgique. Beaucoup d'artistes français sont allés habiter en Suisse ou en Belgique. Ce qui fait un manque à gagner pour les impôts français. Voilà. Donc pour résumer, du point de vue social, la mondialisation c'est la course au moins 10 ans. Le libre-échange permet de mettre en concurrence les peuples et leurs systèmes sociaux. Si dans un pays les salaires et les cotisations sont trop élevés, les salariés trop protégés, les normes écologiques trop contraignantes, les syndicats trop puissants, pour moi c'est pas des aspects négatifs. Les multinationales peuvent se délocaliser, ça c'est un aspect négatif. La politique de libre-échange a généré au sein de l'Union européenne des délocalisations à l'ouest et une stagnation des salaires à l'est, malgré une augmentation de la productivité. Ce qui fait qu'on globalement la productivité augmente mais les salaires n'augmentent pas. Et ça risque de continuer comme ça dans un monde ouvert pour les marchandises et les capitaux. Et point intéressant, c'est que ce débat est actuellement trop réservé aux extrêmes dans le paysage audiovisuel français. À part Mélenchon et Le Pen, très peu d'autres partis politiques ont le droit d'en parler. On arrive donc à la partie 6, piste de solutions. Donc quelles solutions pour pouvoir réguler un peu mieux le commerce international? Alors avant de commencer, je vous indique juste qu'il existe un système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Alors c'est un outil c'est une norme internationale qui est créée pour pouvoir faciliter la désignation de chaque produit dans les droits de douane. Si on va si vous allez sur Wikipédia, vous trouverez un article système harmonisé de droits de douane où chaque produit est désigné dans différentes sections et chapitres. Donc section 1 animaux vivants et produits animaliers, section 2 produits végétaux, section 3 graisse et huile. En tapant ça sur Google, vous trouverez un PDF avec le document complet. Donc pourquoi je vous dis ça, c'est simplement pour vous dire que il ne s'agit pas de faire une seule taxe sur tous les produits, mais on peut faire une taxe sur différents produits. Il y a d'ailleurs une norme qui est prévue pour ça, celle dont je viens de vous parler. Alors, quelle solution on pourrait avoir? On pourrait avoir les tarifs douaniers, c'est-à-dire mettre des taxes. Par exemple, sur les t-shirts, on va mettre 15% de taxes. J'aime bien cette idée, mais je préfère la suivante, qui est celle de Maurice Allès, c'est du contingentement. C'est-à-dire qu'on va proposer des licences d'importation qu'on va vendre aux enchères. On va dire, par exemple, pour cette année, vous pourrez importer 100 millions de t-shirts en France. Et donc les différentes entreprises vont pouvoir les acheter aux enchères. Ce qui permettra de maintenir une certaine partie de la production nationale. La question c'est à quel niveau est-ce qu'on peut fixer ces licences d'importation? Alors je vais proposer une idée, après c'est quelque chose de totalement modifiable, ça n'est qu'une idée. Donc on calcule la consommation nationale d'un produit et on fixe le quota. Par exemple pour le textile, l'ameublement et le linge, pour 100 unités consommées par an, donc on récupère ça dans des statistiques, on pourrait proposer 10 licences d'importation à vendre aux enchères par an, ce qui permettrait d'avoir 90% de la production réalisée sur le territoire national. Pour les matières premières, style le pétrole, le coton ou les minerais qu'on n'est pas capable de produire en France, pas de quota, ça n'a aucun sens. Pour l'électroménager, on pourrait avoir 30 licences, qui a un petit peu plus de concurrence internationale parce qu'il y a plus d'innovation dans l'électroménager que dans le textile. Donc 30 licences, ça pourrait être pas mal. Pour l'aéronautique, pas de quota, vu que globalement la concurrence se fait sur le niveau technologique des avions, leur consommation, leur fiabilité. Donc ça n'a pas de sens de mettre de quotas. Sur les smartphones, on peut imaginer ne pas mettre de quotas non plus, puisque c'est des produits qui sont déjà assez chers, on ne souhaite pas augmenter leur prix, et ça prendrait peut-être un peu de temps avant que ce soit fabricable en France. Pour des panneaux solaires, des pompes à chaleur, dans le cadre d'une politique de transition écologique, ça vaudrait le coup de mettre des licences d'importation pour que, si jamais on a des incitations fiscales ou des subventions pour installer ce type de produit, autant que ce soit fabriqué en France.
pour les produits agricoles, style les pommes, les patates, 10 licences. Pour des produits agricoles qu'on ne peut pas consommer en France, peut-être qu'on ne peut pas produire en France, sauf dans les territoires d'outre-mer, ça pourrait être calculé différemment. Voilà, globalement l'idée c'est d'avoir quelque chose de différent par produit. Il faudrait faire une mise en place progressive, il ne s'agit pas de mettre ces quotas du jour au lendemain. Il faudrait d'abord mettre des quotas très larges puis ensuite les réduire, afin que qu'on soit pas du jour au lendemain avec beaucoup de t-shirts à vendre en France et puis du jour au lendemain qu'il n'y en ait plus du tout et attendre que les entreprises créent des usines et les fabriquent. Il faudra le faire progressivement. Les quotas ou tarifs sont à définir par produit ou par groupe de produits, c'est un peu ce que je viens de dire avant. Il n'y a pas de sens à mettre une taxe globale, il faut le faire par produit en fonction de ce qu'on est capable de produire en France et de ce que l'on souhaite produire en France. Alors ça c'était une idée de Jacques Sapir, possibilité de reverser les sommes perçues lors des enchères à des fonds de développement. Pourquoi pas, puisque ça rapportera un peu d'argent, ces tarifs douaniers ou la mise aux enchères des licences d'importation, donc pourquoi pas les reverser à des fonds de développement. Il faut que les quotas soient ajustables en fonction de la conjoncture. Le jour où il n'y a plus du tout de chômage en France, ça vaut peut-être le coup d'augmenter le nombre de produits étrangers, et puis le jour où il y a beaucoup trop de chômage en France, on baisse les quotas. Le but c'est vraiment de l'ajuster en fonction du chômage en France et des besoins de la France. Il faut d'ailleurs que tous les pays fassent ça. Ces solutions sont incompatibles avec les articles 3 et 28 à 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Si on va dans le TFUE, et qu'on va à l'article 3, qu'est-ce qu'on peut lire ? Sur l'article 3, l'Union dispose d'une compétence exclusive dans les domaines suivants, l'Union douanière. Ça veut dire qu'au niveau national, en France, on ne peut pas faire ça dans le cadre de l'Union Européenne, puisque c'est l'Union Européenne qui décide. Ensuite, si on va voir le titre 2 de la deuxième partie, le titre 2 de la troisième partie, libre circulation des marchandises, donc les articles 28 à 36 je crois disent globalement qu'on n'a pas le droit de créer de quotas douaniers vis-à-vis des autres pays européens, et comme l'article 3 dit que c'est pas aux pays de décider de leur politique douanière vis-à-vis des pays tiers, quoi qu'il arrive, la France ne peut pas décider de sa politique douanière au sein de l'Union Européenne et ne peut pas mettre à pouvoir de politique douanière vis-à-vis des autres pays de l'Union Européenne. Donc c'est incompatible avec ces articles-là. En ce qui concerne le contrôle des mouvements de capitaux, le contrôle des mouvements de capitaux est interdit par un article qui est l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne. Donc on va pouvoir le trouver un petit peu plus loin. Article 63, les capitaux et les paiements. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions au mouvement de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions au paiement entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Ça signifie donc qu'on ne peut pas faire ça au sein de l'Union Européenne, mais on ne peut pas non plus le faire vis-à-vis des pays qui sont hors de l'Union Européenne. Donc on ne peut pas faire de contrôle du mouvement de capitaux tant qu'on a les traités européens qu'on a maintenant. Si vous voulez un peu plus d'infos là-dessus, je vous conseille de suivre François Asselineau qui en parle beaucoup. Et donc pour appliquer ces solutions, on a besoin soit de changer l'Union Européenne, ce qui de mon point de vue est hautement improbable. Je dis hautement improbable pour ne pas mettre impossible. Je pense que ça n'arrivera jamais, un changement de l'Union Européenne vers plus de protectionnisme. C'était la base de l'Union Européenne, le libre-échange, donc je pense pas que ça puisse changer ça. Et donc on a la deuxième solution qui pour moi est beaucoup plus réaliste et beaucoup plus simple à mettre en place, qui est la sortie de l'Union Européenne, pour pouvoir avoir une politique de régulation douanière. Donc on arrive à la conclusion. Donc pour résumer un peu tout ce qu'on a pu voir, d'abord la politique douanière c'est un outil qui peut être intéressant pour assurer en même temps d'un côté un niveau de chômage suffisamment bas et de l'autre côté un système social de qualité, donc ça veut dire SMIC élevé, sécurité sociale, droit du travail.
Et le but, c'est d'éviter de mettre en concurrence les travailleurs des différents pays. On va plutôt mettre les entreprises en concurrence entre elles dans les pays, plutôt que mettre les pays et leurs systèmes sociaux en concurrence devant les entreprises. C'est un peu ça l'idée. Le deuxième point qu'il faudra se rappeler, c'est que le protectionnisme a joué un rôle important dans le développement des nations. On a vu ça dans les parties 2 et 3. On a vu aussi que beaucoup d'économistes sont favorables à plus de régulation douanière. C'était le cas notamment de Maurice Allais, mais il y en a d'autres. Et enfin, l'option protectionniste peut être une option éthique. Alors c'est pour dire que on fait pas du protectionnisme pour se couper de l'étranger, c'est pas ça du tout. Le but, c'est d'améliorer le niveau de vie des gens, donc ça peut complètement être une option éthique. Et donc en perspective, vue d'ensemble de la destruction des régulations, l'objectif global, c'est la mise en concurrence, faire en sorte que tous les systèmes sociaux soient en concurrence afin que les entreprises et les possédants puissent choisir le lieu de leur activité. Donc c'est la libre circulation des marchandises, la libre circulation des capitaux, la suppression des barrières non tarifaires. Bientôt on pourra plus choisir nous-mêmes dans un pays les normes que l'on souhaite instaurer. Les pays pourraient être attaqués devant des tribunaux d'arbitrage parce qu'ils interdisent le poulet chloré par exemple. C'est quelque chose qui pourrait arriver ça. La suppression de la possibilité de dévaluer avec l'euro. La dévaluation, j'en parlerai dans une autre présentation, c'est un outil de régulation aussi. Donc ceci permet aux possédants de choisir le pays de leur activité, a pour effet des délocalisations si les salaires et les charges sont trop importantes, une évasion fiscale si les impôts sont trop importants, des délocalisations si les normes écologiques sont trop contraignantes, et bientôt peut-être des procès envers les États avec le TAFTA. Alors les procès envers les États ça existe déjà, mais je crois pas que la France y soit trop soumise pour le moment, un petit peu avec l'OMC, mais si le TAFTA vient à être signé et ratifié, il y a des chances que ce soit plus fréquent. Et donc globalement, les pays doivent s'aligner progressivement sur le moins-disant social et environnemental. C'est à ça que mène la baisse des régulations. Ensuite, on pourrait évaluer l'influence des décisions politiques sur la mondialisation. Donc je vous propose d'abord un agenda de la dérégulation douanière au niveau européen, c'est assez intéressant ce qu'a fait l'Union Européenne au niveau de la dérégulation douanière. Donc en 1957 on a eu le traité de Rome, ça a été une suppression progressive des tarifs douaniers entre les pays membres de l'Union Européenne. Ça posait pas énormément de problèmes puisque les pays étaient d'un niveau de salaire à peu près similaire. Ce qui va poser plus de problèmes, c'est la suite, c'est à partir de 1974. Donc c'est notamment l'entrée de la Grande-Bretagne, mais aussi de 2 autres pays dans l'Union Européenne, où là ça a été la suppression progressive des tarifs douaniers avec les pays tiers, avec les pays hors de l'Union Européenne. C'est notamment... Maurice Allais en parle beaucoup dans son ouvrage, et 1974 c'est notamment la cassure, la fin des 30 Glorieuses. En 1992, on a le traité de Maastricht qui va amener la fin de la possibilité de faire du contrôle des mouvements de capitaux. Si vous voulez voir quelqu'un qui en parle bien, je vous conseille de regarder François Asselineau. Je crois pas qu'il a fait de conférence spécialement sur ce sujet, mais il en parle beaucoup. En 99-2002, alors je mets ces 2 dates parce que l'euro a été instauré sur les comptes en banque avant que la monnaie papier euro ne voit son apparition, mais ça a été la fin des dévaluations au sein de la zone euro. Et donc la fin des dévaluations, c'est un outil de régulation qu'on supprime en plus. Et puis bientôt le TAFTA et le CETA qui risquent de mettre fin à la protection normative. On ne pourra plus faire de normes environnementales sans risquer d'être attaqué par des tribunaux arbitraux. Pour l'instant c'est pas fait, mais il y a des chances que ce soit fait à l'avenir. Si on veut voir ça au niveau mondial, en plus de la dérégulation douanière au niveau européen, au niveau mondial avec le GATT puis l'OMC, on a eu une baisse progressive des tarifs douaniers, donc avec les différents cycles, Genève, Annecy, Torquay, Genève 2, Dillon. Point intéressant, en 1963 la France est sortie du GATT et y est rentrée
Ce serait intéressant de regarder ça plus en détail, je ne m'y suis pas vraiment intéressé, mais ça doit être un élément intéressant à regarder. En 1964-67, le round Kennedy, ensuite le cycle de Tokyo, le cycle de l'Uruguay, le cycle de Doha. Voilà, tous ces cycles ont pour but de diminuer la régulation douanière entre les différents pays du monde. Enfin, perspective, alors aspects non traités et questions diverses, là je vais balancer quelques questions en vrac. Alors, quelle est l'influence de la dérégulation douanière sur la spéculation ? Est-ce qu'il y a une influence ? J'en sais rien pour l'instant, ce serait à regarder. Sur le blé, le coton, le cacao, quelle influence sur la spéculation ? Il semble que la mondialisation tende à spécialiser les pays dans leur production agricole et industrielle. Alors, à partir de ça, si un pays produit du coton, un pays produit du soja, un pays produit autre chose, qu'est-ce qui se passe dans le cas où on a un événement géopolitique, écologique ou économique qui limiterait le commerce mondial ? Alors, je dis géopolitique, ça peut être des guerres, ça peut être un élément écologique qui fait dans un pays donné, on a une production qui s'arrête complètement. Ça a été le cas avec le mildiou en Irlande. Donc une maladie des pommes de terre qui a créé une famine en Irlande. Donc est-ce que c'est bien que tous les pays se spécialisent ? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux que les différents pays puissent produire des produits agricoles différents, enfin puissent produire plein de produits agricoles et avoir plusieurs industries. Je pense pas que la spécialisation soit une bonne chose à très long terme, puisqu'il peut y avoir des événements. Souhaitons-nous nous orienter vers une consommation plus locale et maintenir une agriculture raisonnée et diversifiée ? Là c'est un peu la même question. Si on part sur l'idée d'un libre-échange total, les produits agricoles qui seront les moins chers, ce seront ceux qui seront réalisés dans des très 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 grandes exploitations, des fermes de 1000 vaches, des exploitations immenses, ce qui fera la disparition de l'agriculture raisonnée, et puis on achèterait des produits qui viennent de 10 000 km. Est-ce qu'on ne préférerait pas consommer local ? Souhaitons-nous voir disparaître l'industrie française ? C'est un petit peu ce qui se profile. On est parti là sur la tendance actuelle, c'est que l'industrie française est en train de disparaître petit à petit. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut ? Est-ce que ça vaut pas le coup d'utiliser la politique douanière et ou le contrôle des mouvements de capitaux pour limiter ça ? Doit-on le faire seul ? Alors là je mets cette question avec un point d'interrogation. Globalement je suis favorable à ce que tous les pays du monde le fassent. Maintenant si la France souhaite le faire et qu'aucun autre pays le fasse, je préfère qu'elle fasse. Voilà. Doit-on mettre les peuples et leurs systèmes sociaux en concurrence devant les multinationales, ou mettre les multinationales en concurrence devant les peuples ? C'est quelque part la vraie question de la régulation douanière. Il y a des entreprises qui sont mondiales, elles peuvent se baser où elles veulent pour produire, elles peuvent placer leurs sièges sociaux où elles veulent. Si elles peuvent avoir accès à tous les marchés, elles vont se mettre à l'endroit où elles payent le moins d'impôts et où le coût du travail est le moins cher. Et donc les différents peuples et systèmes sociaux seront en concurrence. Alors que si on a de la régulation, les multinationales seront en concurrence entre elles sur un territoire donné, ce qui permettra de maintenir un SMIC élevé, un système social de qualité et tout ça. Pour prolonger, alors je vais vous proposer plusieurs livres. D'abord le livre de François Ruffin, Leur grande trouille, journal intime de mes pulsions protectionnistes. Si vous voulez commencer sur ce sujet, c'est vraiment ce livre-là que je vous conseille. Il est très complet et très accessible. C'est vraiment un excellent travail. En plus de ça, j'aime beaucoup François Ruffin dans le sens où c'est quelqu'un qui est très à gauche, ce que je trouve très bien, et qui fait partie de la gauche pragmatique. C'est-à-dire que il souhaite qu'on maintienne des industries en France et il est prêt à utiliser des outils comme le protectionnisme, la politique douanière pour maintenir des emplois et un SMIC élevé et tout ça. Donc vraiment excellent ouvrage. Deuxième ouvrage, Le protectionnisme et ses ennemis, un ouvrage collectif de Ha-Joon Chang, Serge Halimi, Frédéric Lordon, François Ruffin et Jacques Sapir. C'est un tout petit ouvrage, mais il est très bien.
c'est un bon élément aussi si vous voulez le lire assez rapidement. Il est plus court que leur grande trouille, donc vous pouvez commencer par celui-ci. Eduardo Galeano, Les veines ouvertes de l'Amérique latine. C'est un ouvrage qui raconte, c'est le sous-titre, l'histoire implacable du pillage d'un continent. Il parle pas forcément beaucoup de la politique douanière, mais il en parle un petit peu, et il fait une comparaison entre l'Amérique du Nord protectionniste et l'Amérique du Sud qui n'avait pas le droit de se créer une industrie durant la colonisation espagnole. Maurice Allais, La mondialisation, la destruction des emplois et de la croissance, l'évidence empirique. Alors très bon ouvrage, par contre si vous avez jamais fait de maths ça va être compliqué. Il y a beaucoup de maths dedans, donc il n'est pas très accessible, mais en tout cas je le conseille. Si vous avez jamais fait de maths vous pourrez le lire, mais il y a beaucoup d'éléments vraiment pas accessibles. Jacques Sapir, La démondialisation, donc très bon ouvrage, assez court mais super dense. Je vous conseille de le lire avec un bloc-notes, faut prendre des notes parce que c'est très dense. Et enfin, Les faits sont têtus d'Olivier Berruguet. Quelques éléments intéressants, quelques éléments sur la mondialisation dedans. C'est bien fait. Il utilise beaucoup de courbes sur les longues. Il utilise beaucoup de courbes sur des durées assez longues, donc c'est très intéressant. Il fait vraiment une étude sur les faits et sur les chiffres, donc c'est vraiment très bien. Et puis je vais ajouter un petit point, il s'est fait attaquer récemment par le Décodex en disant que son site était de mauvaise qualité. C'est totalement infondé. Il fait vraiment un super travail et tout ce qu'il fait est sourcé, donc je vous conseille vraiment ce livre. Ensuite, les livres que je n'ai pas lus mais que je conseille. Alors c'est des livres que je prévois de lire mais que j'ai pas encore lus. Kicking Away the Ladder de Ha-Joon Chang. Ça signifie retirer l'échelle. Ça parle en grande partie de la politique douanière. C'est le coréen dont parle François Ruffin. Son deuxième bouquin sur le sujet, Bad Samaritans, The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism. C'est un peu le complément du premier livre, j'imagine. Enfin, faudrait que je lise les deux. Le mythe du libre-échange et l'histoire secrète du capitalisme. Eric Reinert, qui a écrit Comment les pays riches sont devenus riches, pourquoi les pays pauvres restent pauvres. Alors c'est un Scandinave. J'ai lu seulement quelques articles de sa part, mais je pense que ce livre doit être de très bonne qualité. Il doit d'ailleurs défendre à peu près la même thèse que celle de Ha-Joon Chang. Emmanuel Todd, L'illusion économique, Perspective libre, protectionniste, protéger ou disparaître, et un livre de Franck Dedieu, Benjamin Massé-Stramberger et Adrien de Tricorneau, L'inévitable protectionnisme. Voilà, les livres que je devrais lire et je pense qu'ils doivent avoir le même avis que le mien. Personne à suivre sur le sujet. Donc Maurice Allais, vous pouvez lire son livre, comme j'ai dit, est assez difficile. Autrement, vous pouvez suivre l'ERAMA, Alliance internationale pour la reconnaissance des apports de Maurice Allais. Vous pouvez chercher ça un peu sur YouTube, YouTube, mais aussi sur Google. Il a écrit pas mal de bouquins, donc ça vaut peut-être le coup de le suivre. Jacques Sapir. François Ruffin, donc comme je l'ai dit, ce qui est vraiment intéressant avec lui, c'est qu'il c'est un peu la gauche pragmatique, quoi. La gauche qui souhaite utiliser les outils dont elle a besoin pour pouvoir maintenir des niveaux de salaire élevés et un code du travail de qualité et un système social de qualité. Donc à suivre. Serge Halimi, Pierre-Yves Rougeron. Je suis pas toujours d'accord avec tout ce qu'il dit, mais globalement il fait un travail excellent. La revue qu'il mène, Perspective libre, est vraiment de très bonne qualité, et ses entretiens d'actualité et ses entretiens mensuels sont également de très bonne qualité. Je vous invite à le suivre. François Asselineau,
Alors c'est le seul politique que je mets dans les personnes à suivre, alors c'est parce que c'est pour lui que je vote, mais globalement il parle très bien du contrôle des mouvements de capitaux, c'est une des rares personnes qui parle de ça, donc ça vaut vraiment le coup de le suivre aussi. Autre point intéressant, c'est qu'il subit un peu le même traitement médiatique que Maurice Allais, c'est-à-dire que comme Maurice Allais c'est une personne extrêmement compétente, qui aurait toutes les raisons de passer dans les médias, et on lui refuse. Olivier Berruyer et son blog Les Crises, c'est vraiment un excellent travail, hein, je comprends pas pourquoi le Décodex lui mène cette guerre. En fait, si, je comprends très bien, c'est le Décodex qui est de mauvaise qualité, parce que le travail d'Olivier Berruyer est vraiment de très très bonne qualité. Voilà, le Décodex a des objectifs qui sont inavouables. Frédéric Lordon, extrêmement intéressant sur ce sujet aussi, sur le protectionnisme à suivre. Emmanuel Todd, Ajun Chang, bon, on en a beaucoup parlé. Je pense que je devrais vraiment m'intéresser à ses écrits, parce que ce que j'ai pu en lire pour l'instant m'intéresse vraiment beaucoup. Le capitaine Thomas Sankara, Eric Reinert, un Scandinave qui est un peu l'équivalent de Ajun Chang. Il faudrait que je m'intéresse un petit peu plus à lui aussi, peut-être dans une nouvelle version de cette vidéo. La chaîne Trouble Fait sur YouTube, il a fait plusieurs épisodes sur le protectionnisme et libre-échange. C'est de très bonne qualité, je vous conseille vraiment. Le site ABC Burkina, abcburkina.net, regardez ça, ce sont des militants associatifs au Burkina Faso qui valident totalement les analyses que je présente ici, hein. Je trouve qu'ils font aussi un excellent travail, et même si c'est un travail de terrain, ils sont conscients des éléments politiques. Ils sont capables de dire que ce qui aiderait vraiment le Burkina Faso à développer une agriculture, ce serait de la protection douanière. Et enfin, Eduardo Galeano, qui est uruguayen. Alors, il y a une petite citation sur la... Comment ça s'appelle ? Sur cette image, entonces para qué sirve la utopía, para eso serve a caminar. En fait, ça vient un peu d'une de ses citations qui dit l'horizon c'est comme l'utopie. Si on marche 2 pas vers l'horizon s'éloigne de 2 pas. Et du coup, à quoi ça sert l'horizon ? Bah, ça sert à ça, à avancer. Pour prolonger, donc suite à cette présentation, je peux proposer plusieurs pistes à suivre pour approfondir le sujet. Alors cette présentation parle de la politique douanière de manière générale, il faudrait analyser quelques mesures de politique douanière au cas par cas. Ouais, l'idée ce serait essayer de, probablement, je sais pas, faire un site internet sur lequel on mettrait une liste de décisions douanières, et on étudierait chacun des effets. Par exemple, dire voilà, le Kenya a monté ses taxes douanières sur le lait en 2008, au bout de 2 ans ça a donné ça. Voilà ce qui pourrait être intéressant à faire. Bon, c'est un travail énorme, hein, je lance juste l'idée. Il faudrait faire aussi une étude des produits importés dans les rayons de supermarché. Il faudrait que des gens aillent dans les rayons de supermarché et puis filment chacun des produits en disant voilà, ça vient de ce pays-là, ça vient de ce pays-là, qu'on puisse savoir un petit peu dans un environnement qu'on connaît, quelle est la proportion de produits importés et de produits fabriqués en France. Il faudrait faire une étude détaillée de l'évolution des politiques douanières. C'est pareil, ça pourrait être un site internet qui dirait voilà, au cours du temps, la politique douanière sur tel produit a évolué dans tel sens. Évaluer les règles douanières que les puissances coloniales imposaient à leurs colonies. Avec Eduardo Galeano, on a pu voir que l'Espagne interdisait à ses colonies de fabriquer même une aiguille. Est-ce que ça a été le cas dans les autres colonies ? Ce serait intéressant de s'intéresser à l'Inde. J'avais vu quelque part que avant la colonisation anglaise, l'Inde était un pays de tisserand, et que suite à la colonisation anglaise, toute l'industrie textile indienne a quasiment disparu. Elle réapparaît un peu maintenant, mais voilà. La colonisation avait vraiment attaqué l'industrie textile indienne, du moins je crois.
Il faudrait se renseigner sur Sankara, quelle politique a-t-il mise en place et quels résultats. Ce serait intéressant d'interviewer les différents auteurs sur le sujet, Sapir, Ruffin, Berruguer. Ce serait intéressant d'interviewer l'ERAMA, l'Alliance internationale pour la reconnaissance des apports de Maurice Allais, puisqu'on n'a pas eu d'interview télévisée de Maurice Allais, enfin, du moins pas d'interview supérieure à 1 minute 30, la seule personne à l'avoir interviewé, c'était François Ruffin. Donc il faudrait le faire d'une manière un petit peu plus importante avec l'ERAMA, puisque maintenant que Maurice Allais est mort, on ne peut pas l'interviewer lui-même, il faudra interviewer les personnes qui l'ont côtoyé. Et puis enfin, proposer un autre vocabulaire. Le vocabulaire actuel, c'est protectionnisme et libre-échange. Donc protectionnisme, un mot en isme, ça paraît très péjoratif. Et libre-échange, les mots libre et échange, ça paraît beaucoup plus amélioratif. Il faudrait proposer à la place régulation et dérégulation du commerce international ou douanière. Il faudrait un accès intuitif aux statistiques économiques. C'est très difficile de vérifier si une info est vraie ou pas. C'est très difficile de trouver des courbes sur les tarifs douaniers au fil du temps. Donc ce serait intéressant d'avoir un site internet qui permette de faire ça. Et pour moi, continuer à lire et compléter cette présentation. Je vous remercie de votre attention et j'espère que cette présentation nous aidera à progresser collectivement. Si vous avez rencontré des erreurs, j'ai mis volontairement le numéro des planches en bas. Voilà, si vous voyez une erreur à la diapo 36, dites-le moi. Je vous remercie en tout cas, merci de m'avoir suivi et puis Banzai!